Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet profond, un sujet qui m'a demandé en fait toute ma vie pour bien le comprendre. Ce sujet, c'est le cerveau humain et notamment le biais d'ancrage. Alors le biais d'ancrage, c'est non seulement le pire ennemi de l'investisseur, mais c'est aussi le pire ennemi de l'homme dans sa vie courante, hein. En fait, si vous n'avez aucun biais d'ancrage dans vos raisonnements, ils sont susceptibles d'être justes. S'il existe la moindre ancre dans votre raisonnement, ce qu'il est nécessairement faux. Alors, c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de temps pour découvrir. C'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école, évidemment. Mais voilà, en fait, à l'école, on vous apprend que quelque chose est vrai parce que vous appuyez sur des faits qui sont vrais et des raisonnements qui sont logiques. En fait, dans la vérité absolue, si je puis dire, il est loin d'être avéré déjà que les faits sur lesquels vous appuyez sont vrais. Et bon, en plus, le raisonnement n'est pas toujours logique. On va dire que la société fait plutôt un bon travail quand même, il faut le dire, pour ce qui est du niveau logique. Il y a quand même des gens qui sont bons en maths dans le monde, très très bons en maths même, et qui arrivent effectivement à produire des raisonnements extrêmement logiques et juste sur le plan logique. Là où on se trompe, et on est fait pour se tromper peut-être là-dessus d'ailleurs, c'est peut-être volontaire, c'est qu'on prend des faits et très souvent on a tendance à considérer qu'ils sont vrais parce qu'on voit que c'est ça tout simplement. Euh, et en fait ces faits ne sont pas vrais du tout. Par exemple, voilà l'exemple que j'aime bien donner parce qu'il est vraiment très frappant, c'est 1 plus 1 égale 2. Tout le monde prend ça pour un acquis, ça n'est évidemment pas vrai du tout parce que ça dépend en fait du référentiel où vous vous situez. C'est vrai évidemment dans le référentiel décimal, celui qu'on appelle les chiffres arabes aujourd'hui, mais c'est pas vrai du tout dans un référentiel booléen évidemment. Euh, 1 plus 1 se fait 0 en informatique, hein. Donc ça c'est factuel et donc même dans ce raisonnement-là, il y a un biais d'ancrage, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2, on est ancré dans un système euh, voilà, décimal ou même un système voilà, qui est dans une... enfin, je ne vais pas rentrer dans les maths parce qu'il y a des histoires d'anneaux quotients, mais disons que voilà, il faut qu'il y ait au moins 3 chiffres pour que 1 plus 1 puisse faire 2. Il faut les chiffres 0, 1, 2. Et si vous avez que 0 et 1 ou que 0, bah forcément 1 plus 1, ça ne peut évidemment pas faire 2. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein d'encres qui sont posées dans différents raisonnements. Et donc, faire un raisonnement qui est vraiment dans la vérité, c'est quelque chose qui est impossible peut-être, tout simplement. En fait, voilà, c'est une question de juste mesure et d'équilibre. Euh, Ça, c'est un problème que j'ai mis 37 ans à résoudre, hein, pour être tout à fait franc, parce que je me suis toujours douté que ce que je voyais devant moi était faux et tous les raisonnements que je faisais étaient faux, mais il m'avait l'air un peu moins faux que la moyenne, disons ça comme ça. Et moi, au début de ma vie, je me suis dit, bon, je vais rechercher la vérité absolue. Euh, j'ai envie de connaître toute la vérité sur tous les sujets de la vie, parce que, puisque je suis venu dans la vie, autant savoir comment ça se passe. Bon, le puisque peut-être en trop, je suis juste peut-être né comme ça, tout simplement, hein. Et du coup, voilà, je me suis intéressé à beaucoup de sujets de la vie, les sciences, l'investissement, la philosophie, la littérature, la poésie, enfin tout ça. Vraiment, tout m'intéressait, l'histoire, la biologie. Donc, j'aimais beaucoup m'intéresser à tous les sujets, en fait, tout simplement. Et euh,
il y a un sujet qui est devenu prioritaire pour moi à un moment de ma vie parce que les circonstances se sont posées comme ça, c'est le sujet de l'argent. Et sur le sujet de l'argent, j'ai aussi évidemment cherché la vérité et c'est cela qui a donné naissance non seulement à mes premiers investissements, mais aussi beaucoup plus tard que ça à l'investisseur français. Donc, euh, sur le sujet de l'investissement, le biais d'ancrage, il est extrêmement important parce que euh, tous les raisonnements d'investisseurs se basent sur des choses comme le PRU et les objectifs de cours notamment. Alors en fait, si vous êtes ancré sur un PRU, tout de suite, vous ne pouvez plus prendre une bonne décision d'investissement. C'est pas possible en fait. Voilà. Donc, si un jour vous voulez prendre une bonne décision d'investissement, surtout ne soyez pas ancré sur un PRU, un prix de revient unitaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, c'est pas parce que vous avez acheté une action à 10 euros par le passé et qu'elle cote 5 euros aujourd'hui que vous devez rester investi dans l'action, comme c'est pas parce que vous avez acheté une action à 10 euros hier et qu'elle est à 20 euros aujourd'hui que vous devez rester investi dans l'action. En fait, ça n'a rien à voir. Si vous voulez faire un raisonnement juste, vous devez totalement euh, enlever cette encre du PRU et raisonner sur un montant d'euros investis. Donc, par exemple, si vous avez 10 000 euros sur votre compte, 100 000 euros, on s'en fout, 1 million d'euros, ça n'a pas d'importance. La question à se poser, c'est est-ce que mes 10 000 euros investis dans l'action X, ils sont bien investis, indépendamment du résultat passé de l'investissement, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous avez le choix entre investir 10 000 euros dans l'action X et investir 10 000 euros dans l'action Y. La meilleure décision d'investissement, c'est celle qui est susceptible de vous rapporter le plus. Alors, vous pouvez avoir évidemment euh, pas toutes les certitudes du monde sur ce qui va vous rapporter le plus. Il y a bien différents scénarios qui sont possibles à l'avenir et normalement, vous ne pouvez pas tout prévoir. Donc, en supposant que vous êtes normal, vous avouez que vous ne savez pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais il y a une des sociétés, par exemple, qui investit, je ne sais pas moi, à 20 ou 30% par an dans ses projets. Donc, quand elle fait un projet, ça rapporte 20 à 30%. L'autre rapporte 5 à 10%, par exemple. Donc, naturellement, on pourrait se dire que si les prix sont à peu près équivalents, il vaut mieux être investi dans celles dont les projets rapportent entre 20 et 30%, surtout si ces projets sont reproductibles euh, dans une grande échelle. Voilà. Par exemple, si votre société fait, je sais pas moi, 100-200 millions de chiffre d'affaires, que elle est susceptible de prendre un marché qui fait plusieurs milliers de milliards d'euros à long terme, et que ce marché ne peut être pris que par cette société, a priori, cette société va pouvoir faire une très belle croissance et un très beau rendement à long terme sur ses investissements. Et si vous ne surpayez pas pour votre société, c'est-à-dire si le marché n'intègre pas du tout cette perspective sur le très long terme, vous êtes susceptible de faire un très bon retour sur investissement en faisant très peu d'efforts, puisque vous n'avez qu'à acheter cette action et attendre que l'entreprise fasse 1000 fois sa taille actuelle, hein. Donc là, avec très peu d'efforts, vous pouvez avoir un très bon rendement sur investissement. Et pour ce genre de société, même si vous surpayez un peu, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les perspectives euh, radieuses de cette société ne soient pas pleinement intégrées dans le cours. C'est-à-dire, c'est juste ça la question à se poser. Et dans ce cas, c'est très facile de prendre une décision d'investissement sur cette société si vous avez un degré de certitude raisonnable sur le fait qu'elle va pouvoir prendre tout son marché parce qu'elle a la meilleure offre. Dans ce cas, investir,
ça devient très facile. Et si vous avez une société comme ça en face de votre société X, peu importe le PRU que vous avez sur la société X, vous passez sur cette société-là et vous faites de bons rendements sur vos investissements. Pareil avec les histoires d'objectifs de cours. Ah ouais, mais X, ça vaut 2 fois plus, par exemple, le type de raisonnement absolument néfaste qu'on peut trouver chez un investisseur, et Dieu sait combien de fois je l'ai fait. Euh, En fait, on s'en fout que la société X vaille 2 fois plus, ou même 3 fois plus, ou même 10 fois plus. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qui va rapporter plus d'argent à long terme, tout en ayant le plus de sérénité possible, si possible une sérénité infinie. Euh, et là, évidemment, la société Y dont je viens de parler, où les retours sur investissement sont très élevés et la taille de marché est au moins 1000 fois supérieure à la part de marché de la société en question, cette société va vous rapporter plus d'argent à long terme parce que vous pourrez la détenir déjà sur le long terme. Vous ne vendrez pas la société, ce qui vous évitera de payer des impôts. Donc vous avez une façon très efficace au niveau des impôts de faire un très bon rendement sur le long terme en passant sur la société Y. Et là, la question n'est pas de savoir combien vaut la société Y, parce que quand vous avez une société dont la part de marché est minime, mais qui est susceptible de prendre tout un marché ou une part très substantielle de ce marché, euh, la question, c'est combien de pourcents par an vous allez faire. Et la réponse, généralement, elle est au moins le taux de retour sur investissement de la société. Donc, si votre société investit à 30% par an, vous allez faire 30% par an et vous en serez très content. Il y a même des gens, par le passé, qui ont investi dans des sociétés de qualité de ce type-là, qui ont fait des rendements de 40 ou 50% par an sans faire trop d'efforts, hein. Il y a même des fonds qui ont fait ce genre de rendement. Par exemple, le fonds Gotham Capital de Joel Greenblatt, à une époque où il faisait de la situation spéciale, il a fait 50% par an, quand même, sur plus d'une décennie. Donc, il y a bien des investisseurs qui arrivent à se positionner et faire ce type de rendement en faisant des efforts très calculés avec des raisonnements relativement simples. Les raisonnements de Joel Greenblatt, qui sont écrits par exemple dans le livre You Can Be a Stock Market Genius. Très très bon livre, je recommande ce livre, même s'il n'a pas eu beaucoup de succès. En faisant ce que fait Joel Greenblatt, ce qui sont des raisonnements ultra simples, on arrive à faire de très bons retours sur investissement. Voilà, peu importe si vous ne faites pas 50% par an comme Joel Greenblatt, quand il a appliqué ses stratégies, lorsqu'il avait un petit fonds, euh, si vous faites même 20% par an ou 15% par an, il n'y a pas de quoi râler. Donc, vous voyez, l'idée, c'est pas forcément de faire des choses très compliquées, c'est surtout de ne pas s'ancrer sur des choses qui sont débiles, comme le PRU et l'objectif de cours. Donc, si déjà vous arrivez à vous décorréler de ça dans l'investissement, vous avez, j'ai envie de dire, de bonnes chances de toucher le jackpot, tout simplement, parce que vous allez arriver à faire des placements qui sont réellement rationnels, qui sont basés sur la question toute bête de savoir est-ce que je dois investir 10 000 euros dans la société X ou est-ce que je dois investir 10 000 euros dans la société Y ou est-ce que je dois rien faire du tout parce que ni X ni Y ne répondent à mes critères d'investissement. Voilà, si vous arrivez à prendre des décisions équilibrées là-dessus, j'ai envie de dire, ça ne peut que bien se passer en fait, tout simplement. Et moi, toutes les erreurs d'investissement que j'ai faites dans ma vie, mais toutes sans aucune exception, elles sont liées au fait que j'avais une encre sur l'objectif de cours, c'est-à-dire moi je faisais des valos comme un analyste débile. L'analyste débile, il applique les méthodes du Vernimen. Ça, il faut pas faire ça, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites pas ça. Faites du business, c'est-à-dire regardez, est-ce que la société est un bon business? Est-ce que globalement la société est pas chère? Ça suffit. Warren Buffett, il fait ça. Warren Buffett, il fait pas du Vernimen. Donc, euh,
vous prenez les choses simples, concrètes, et vous faites de l'investissement simple. Vous prenez une société qui vous convient et vous détenez son action. Bien sûr, après, si vous sentez qu'elle a des chances d'être survalorisée outrageusement, cette société, bah, vous la vendez. Mais vous ne faites pas de calcul pour savoir est-ce que je vends à 5,1 euros ou 5,3 euros. Ça, c'est n'importe quoi, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire des DCF. De toute façon, une projection dans le futur, elle est forcément fausse, donc vous perdez votre temps. Ne faites pas de DCF, ne faites pas d'analyse précise, faites comme Warren Buffett. Warren Buffett, il est bon dans ce qu'il fait. Faites de l'approximativement juste. Voilà, il y a une société qui est plutôt OK ou plutôt excellente. Si elle est plutôt OK, est-ce qu'elle vaut vraiment beaucoup plus que son cours de bourse? Ouais, alors je peux le tenter. Donc ça, c'est le type de raisonnement que Buffett faisait dans son Buffett Partnership, ou maintenant ce qu'il fait à Berkshire Hathaway. Ah, cette société-là est vraiment excellente. Est-ce que elle est susceptible de rester excellente sur le long terme? Plutôt ouais, ou plutôt non. Donc si plutôt non, bah, je passe. Si plutôt ouais, bah, je la prends et je la garde autant que je peux. Donc c'est ce qui permet à Warren Buffett, ou ce qui a permis de faire des investissements comme Coca-Cola, tout simplement. Coca-Cola, c'est une société qui peut augmenter ses prix de vente tous les ans, juste en faisant ça, elle fait de la croissance. Donc, c'est pour ça que Warren Buffett, quand Coca-Cola était relativement pas trop cher, bah, il en a acheté beaucoup, tout simplement. Et contrairement à ce que racontent ces braves gens qui ont écrit le Burning Man, le jour où Coca-Cola va faire euh, un retour sur investissement égal à son coût du capital, il n'est pas prêt d'arriver. Parce que si vous montez vos prix tous les ans, je ne vois pas comment votre retour sur investissement va s'aplatir sur le coût du capital. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument impossible, comme l'explique du reste Charlie Munger dans une lettre qu'il a écrite et qui est euh, donc présente dans pour Charlie Almanac, bon, un bouquin qui est sympa, qui permet de voir les raisonnements justement d'un bon investisseur qui investit dans de bons business. Alors, Buffett est un meilleur investisseur que Munger dans l'application du process, mais l'idée de ce process-là, c'est bien Charlie Munger qui l'a eu, et donc voilà, en vrai, celui qui a fondé l'idée de Berkshire Hathaway, c'est Charlie Munger, c'est pas Warren Buffett. Donc voilà, il a converti Buffett vers cette philosophie que Buffett appliquait mieux que lui. Donc Buffett, il a une autre qualité qu'on peut remarquer ici, et c'est important de le souligner. Il sait écouter quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent, même s'il n'est pas forcément plus intelligent que lui sur tous les plans de la vie. Buffett, il écoute attentivement quand quelqu'un d'intelligent parle. Ça, c'est aussi un très bon conseil de vie que je peux partager avec vous dans cette vidéo. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un d'intelligent parle, 99% des gens n'écoutent pas ce qu'il dit. Encore, je suis très optimiste quand je dis 99% des gens. Euh, voilà, moi j'aime bien écouter les gens intelligents et j'aime bien comprendre ce qu'ils disent et j'aime bien améliorer ce qu'ils disent en fait, tout simplement, comme l'a fait Buffett pour Charlie Munger. Voilà, tout simplement. Et donc, utilisez aussi ce conseil, tant que j'y suis, si vous voulez réussir en investissement. Et tout ce que je dis là en investissement s'extrapole parfaitement bien à la vie en général. C'est-à-dire, il n'y a pas que les questions d'investissement, mais une bonne première étape pour se libérer dans la vie, c'est bien d'atteindre la liberté financière. Donc pour l'instant, en tout cas, je me maintiens sur le sujet de l'investissement. Moi, j'ai enlevé le biais d'ancrage de tous mes sujets de la vie, en fait. Et quand vous enlevez tout le biais d'ancrage et tous les attachements de votre vie, en fait, vous devenez complètement libéré, complètement heureux chaque seconde de votre vie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'objectif suprême. Mais une bonne façon de commencer à atteindre cet objectif, c'est déjà
de régler la question financière en enlevant tous les biais d'ancrage. Voilà. Donc, même si je prends mon idole, hein, Krishna, Krishna, c'est quelqu'un qui est libéré de tout, évidemment, mais c'est aussi quelqu'un qui était quand même dans l'époque très antique, si je puis dire, la personne la plus fortunée au monde. Voilà. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de mythes, hein, sur Krishna qui circulent, que ce soit en Inde ou ailleurs. En Occident, on doute même de son existence, mais euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui était émancipé sur tous les plans de la vie, y compris financièrement. Donc, commencer par la liberté financière, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne façon de grandir spirituellement, si je puis dire. Et donc, je ne peux que vous inviter à vous défaire du biais d'ancrage en commençant par le biais d'ancrage sur les questions financières. On vit quand même dans un monde matérialiste, je ne sais pas si vous avez remarqué, et spécialement en Occident. Et donc, une très très bonne première manière de se libérer, c'est de régler la question financière, hein, euh, autrement qu'en quémandant dans la rue, bien sûr. Voilà. Ou autrement qu'en attendant alors que l'État veuille bien nous donner la retraite. Bon, pour l'instant, il veut bien nous la donner et moi, j'espère de tout cœur que pour la plupart des gens, ça continuera parce que je sais que la plupart des gens n'écoutent absolument pas les gens intelligents sur les questions financières et n'écouteront absolument pas, donc je me fais pas d'illusions là-dessus. Mais s'il y a une minorité déjà qui écoute, j'en suis ravi. Et si quelqu'un peut se donner la liberté financière sans attendre pardon, que l'État veuille bien vous la donner à la retraite, voilà, pour moi, c'est déjà un résultat qui serait absolument extraordinaire. Donc, s'il y a même une seule personne qui s'en sort, et je sais qu'il y a au moins une personne qui s'en est sortie grâce à ce que je dis, donc c'est plutôt cool. Déjà, ça sert à quelque chose que je dis, et donc je suis très content de partager ça, même si je sais bien qu'en réalité, pour l'immense majorité des Français, ce que je raconte ne sert strictement à rien. Mais je fais l'effort pour ceux à qui ça sert vraiment, et donc j'espère que ce contenu vous apporte beaucoup de valeur ajoutée. Et surtout, si vous avez d'autres questions sur l'investissement à la vie, vous n'hésitez pas à me dire et on shootera un petit podcast dans le même genre pour vous expliquer en détail les choses importantes, aussi bien sur l'investissement que sur la vie. Et je répète, en fait, tout ce qu'on fait en investissement se reproduit dans tous les autres domaines de la vie. C'est une question de liberté à chaque instant. Donc si vous êtes libre de tous les biais d'ancrage à chaque instant, vos raisonnements en fait sont nécessairement justes. En fait, tout simplement, vous devenez ce qu'on appelle clairvoyant. Et un clairvoyant, c'est pas un yogi, hein, c'est quelqu'un qui sait juste réguler tous les problèmes de la vie au fur et à mesure qu'ils se présentent sans faire trop d'efforts. C'est juste ça, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Et voilà, ça c'est quelqu'un comme Krishna en fait, tout simplement. Et il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire on peut même voir, hein, dans la Bible que même Jésus n'était pas capable de régler tous les problèmes de la vie. Donc c'est très intéressant, hein, ce qu'on se raconte ici en réalité. Moi, je répète, ça m'a mis 37 ans, hein, de travail quotidien sur moi-même pour piger ça, pour l'appliquer. C'était pas facile tous les jours et je suis très content de partager ça avec vous et je sais que la valeur de ce que je dis, elle est pour le coup là vraiment, 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 vraiment immense. Je suis très content de pouvoir partager ça avec vous, c'est un vrai honneur, hein. Et j'espère que ça servira à au moins une personne ici. Voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter de là. Je vous souhaite une super journée, une super vie, bien entendu. Et à très bientôt, hein. Si vous avez des questions, des choses comme ça, encore une fois, vous n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.